les pays les plus industrialisés ont tous prôné la désescalade, à commencer par Emmanuel Macron. Il existe un espace de convergence, y compris avec les grands émergents comme la Chine et l'Inde, pour pousser la Russie à la désescalade. La grande majorité des membres du G20 condamnent explicitement la guerre en Ukraine. C'est un fait. Nous l'avons constaté à l'ONU lors du vote de la dernière résolution et le G20 en prend acte. Mais au-delà de la résolution de l'ONU, le communiqué acte aussi, au sein du G20, incluant la Chine et l'Inde, que face à la multiplication des crises et des défis globaux, le G20 ne veut pas de la guerre, que le G20 ne veut pas du chantage nucléaire qu'il juge inadmissible, et que si le G20 est avant tout une instance de coopération économique, tous ses membres affirment qu'il repose aussi sur le respect du droit international. Désescalade, maître mot pour calmer le jeu, et aussi parce que les pays du G20 décrivent noir sur blanc dans leur communiqué, cette guerre sape l'économie mondiale. On va y revenir avec nos invités, Thierry Arnaud, éditorialiste de politique internationale de BFM TV, Isabelle Davion qui est restée avec nous, qui est maître de conférence à la Sorbonne, spécialiste d'histoire diplomatique et stratégique en Europe centre-orientale, et Alexandre Kateb, économiste, fondateur du site Multipolarity Report et professeur d'économie et de finance internationale à Sciences Po. Thierry Arnaud, les pays industrialisés ont été clairs. La guerre sape l'économie mondiale. Oui, et le langage du communiqué est évidemment très, très dur, voire catastrophique, puisqu'on nous explique que ce conflit entrave la croissance, accroît l'inflation, perturbe les chaînes d'approvisionnement, accentue l'insécurité énergétique alimentaire, renforce les risques pour la stabilité financière, et tout cela au prix, dit le communiqué, d'immenses souffrances humaines. Donc le langage est effectivement assez radical à ce sujet. Alexandre Kateb, la photographie est la bonne. Elle est aussi grave que ça. La photographie est la bonne, oui, en effet. Cette guerre, en fait, aggrave des tensions et des dislocations qui étaient apparues avant le déclenchement de cette guerre. Mais évidemment, le conflit n'a fait qu'accentuer tous ces déséquilibres, notamment au niveau de la hausse des prix et au niveau des difficultés que connaissent un certain nombre de chaînes de valeur et chaînes d'approvisionnement pour les matières premières. Ces dislocations vont probablement perdurer dans les mois et les années à venir. Dans les mois et les années à venir, nous Même dites-vous ce après soir. la fin de cette guerre, parce qu'il y a un effet d'emballement, un effet d'accélération dans cette hausse des prix, et on voit bien qu'on ne reviendra pas de sitôt à la situation qui prévalait avant la guerre, et surtout avant toutes les politiques qui ont été engagées dans la période post-Covid. Donc il y a une confluence de facteurs aujourd'hui qui se conjuguent pour donner cette stagflation globale vers laquelle on se dirige aujourd'hui. Stagflation, vous nous rappelez, alors pour les non-spécialistes, la traduction exacte de ce terme? Stagflation, c'est tout simplement la combinaison d'une croissance nulle, voire négative, et d'une inflation à des niveaux très élevés. On avait déjà connu ces 30 dernières années une inflation de ce type généralisée? Jamais, ça n'est jamais arrivé, et c'est vraiment quelque chose qui a commencé à se déclencher en 2021 dans le sillage de la convalescence des politiques qui ont été mises en place pour sortir de la pandémie. Oui. Et évidemment, ça a été accentué par les conflits géopolitiques et par la guerre commerciale, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a aussi une guerre commerciale contre la Chine qui perdure aujourd'hui qui touche d'autres pays comme la Russie, mais tout ça se conjugue pour sortir en fait de cette phase de mondialisation heureuse qu'on avait connue au cours des 20 dernières années, pour entrer dans une nouvelle phase totalement inédite. Qui est celle du repli sur soi par définition? Qui est celle ou en tout cas d'une mondialisation qui ne peut plus être la même. C'est une phase de repli sur soi et de repli sur des grands blocs régionaux. Ouais. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et on voit bien que malgré toutes les assurances qu'on entend, y compris de la part du président Biden, qui dit qu'il n'y aura pas de nouvelle guerre froide, la nouvelle guerre froide, elle est déjà là. Au sens commercial, au sens économique du terme, elle est déjà là avec la Chine, qui est peut-être un enjeu beaucoup plus important que l'enjeu russe. Qu'est-ce qui s'est dit finalement, et de quoi on a parlé au G20, Thierry Arnaud? On a surtout parlé de ces sujets-là. Si vous lisez le communiqué du G20, il fait 16 pages et il y a 52 articles. Il y a 2 paragraphes qui concernent la guerre en Ukraine spécifiquement.
Et le reste, c'est effectivement les considérations économiques, la coopération économique internationale et comment on peut faire en sorte de remettre cette économie mondiale sur les rails, parce qu'il est clair qu'elle ne va pas bien. On attend un peu plus de 3% de croissance pour l'économie mondiale, ce sont les prévisions du FMI pour 2022, encore moins en 2023, c'était 6% l'an dernier. Donc ça veut dire qu'il est urgent de coopérer et de trouver des solutions. Guerre énergétique et aussi tension, sécurité alimentaire, enfin ça réapparaît. Ce sont des notions qui paraissaient quasiment oubliées de la vie de notre planète et qui aujourd'hui sont au cœur des rapports de force. Oui, mais alors d'une certaine manière, c'est aussi ce qui permet peut-être éventuellement de faire revenir les non-alignés du côté des Occidentaux. Ça, c'est important. Alors par non-alignés, j'entends ces pays qui ont pris soin de ne pas condamner la Russie tout en restant plus ou moins neutre, etc. Mais en fait, ces pays-ci étaient beaucoup plus anti-occidentaux que pro-russes, déjà pour commencer. Et ici, l'idée, c'est quand même de leur faire comprendre où peut aller la défense de leurs intérêts. Et d'une certaine manière, là, ce communiqué du G20 qui condamne la guerre en Ukraine, qui est un communiqué unanime, il est obtenu d'une part parce que il a des principes. Déjà, il y a le mot guerre. Oui, mais donc c'est un principe assez général de condamnation de la guerre, comment être contre, et puis de condamnation de l'utilisation de la menace nucléaire. Mais ça a aussi été obtenu parce que on a proposé à des pays qui en ont besoin de leur assurer, si possible, un approvisionnement alimentaire, des livraisons, je pense notamment pour l'Indonésie, des livraisons d'engrais, qui viennent en partie d'Ukraine et de Russie. Donc on leur a fait comprendre quand même où était leur intérêt dans ce marasme économique. Le FMI nous dit que le tiers des économies mondiales vont entrer dans une période de récession. Et si Emmanuel Macron brandit l'argument économique, c'est effectivement parce qu'il sait que vis-à-vis de des interlocuteurs comme l'Inde et surtout comme la Chine, il est remarquablement efficace. La Chine, l'économie chinoise va mal, très mal. Ce sera une croissance de l'ordre de 3% cette année, c'est la plus faible depuis 40 ans. On n'explique pas seulement évidemment par les conséquences de la guerre en Ukraine, mais ça joue évidemment un rôle et ça rend le président chinois d'autant plus sensible à cet argument. Alors, l'idée, juste pour terminer ma démonstration, l'idée, c'est vraiment d'extirper cette question de la guerre d'un faisceau de réflexion qui serait une guerre de civilisation. Si vous condamnez la Russie, alors c'est que vous êtes pour la civilisation occidentale. Oui. C'est de l'extirper de ces questions-là un peu irrationnelles pour l'amener vers de la réelle politique et de dire, voilà, pragmatiquement, la guerre doit s'arrêter parce que ça atteint vos intérêts économiques, votre sécurité alimentaire, votre sécurité énergétique. Alors, on va parler de sécurité alimentaire parce qu'il y a quand même beaucoup de questions à soulever. J'ai pas rêvé, le président Macron souhaite que l'Union africaine rejoigne le G20 ? Oui, c'est fort possible. C'est quelque chose de, pardonnez-moi, de sérieux, de raisonnable, ou c'est une sorte de, il l'a dit en conférence de presse. Hein. Oui, c'est quelque chose qui est raisonnable parce que c'est vrai que si vous pensez que c'est de la politique gratuite, dites-le nous. Non, je pense que l'Afrique n'est pas vraiment très bien représentée au sein du G20. Oui. Il y a l'Afrique du Sud, évidemment, mais c'est vrai que quand on pense au potentiel du continent africain, qui est présenté comme le continent de l'avenir, en tout cas, la dernière frontière en matière d'émergence économique, ça fait du sens d'inclure de manière plus significative l'Union africaine et le continent africain au G20, de même que la Commission européenne est représentée au G20 en réalité. Donc ça fait du sens. Mais ce que je voulais dire, c'est pour rebondir sur ce qui a été dit concernant le réalignement des non-alignés. En fait, pour moi, ce raisonnement aurait été encore valable il y a encore 10 ans. Mais aujourd'hui, on est dans un autre monde et il n'y a pas de réalignement dans la mesure où le monde a changé et dans la mesure où aujourd'hui, on est dans un monde qui est multipolaire avec ces grands blocs émergents qui sont devenus des blocs moteurs de l'économie mondiale. La Chine aujourd'hui, l'Inde demain, le Brésil également. Et donc, il ne peut pas être question d'un réalignement, mais plutôt d'une adaptation à cette nouvelle réalité géopolitique et géoéconomique. Et les pays occidentaux devront également s'adapter à cette nouvelle réalité. C'est là où je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit. Oui, alors je me suis peut-être mal exprimée. Je ne parle pas d'un réalignement qui serait global et qui serait sur le long terme. Le principe des non-alignés, c'est que justement, ils ne veulent pas avoir de position a priori et qu'ils décident
au coup par coup sur chaque crise. Pour moi, je ne vais pas parler de réalignement, mais je parle sur cette crise, le fait que les non-alignés comprennent que leur intérêt est aussi tout à fait, mais je ne dis pas un alignement sur les C'est l'intérêt de la Russie aussi, puisque la Russie a également signé le communiqué du G20. Donc la Russie condamne également la guerre en Ukraine. C'est tout le paradoxe. C'est une sorte de paradoxe assez surprenant. Alexandre Kateb, je voudrais qu'on aborde deux questions. Un, sur la question alimentaire. Et ensuite, bien entendu, celle de l'énergie. Là aussi, est-ce que c'est l'explosion? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on se dirige vers des crises alimentaires extrêmement importantes, que les pays dits autrefois du tiers-monde seront les premiers impactés. Est-ce que c'est le cas au moment où nous parlons? Dans les perspectives? Dans les perspectives, il y a deux choses. Effectivement, l'ensemble des déséquilibres qu'on a observés au cours des 2 dernières années se sont combinés et ont donné cette explosion des prix. Et on le voit notamment au niveau des prix alimentaires. Néanmoins, il y a aussi des facteurs beaucoup plus rassurants. D'une part, c'est l'accord entre la Russie et l'Ukraine. Encore l'un des paradoxes de cette guerre, puisque même si on se fait la guerre, on continue à faire du business, entre guillemets, et ça requiert l'assentiment des deux protagonistes. Et on le voit, l'accord a été prolongé, a été renouvelé aujourd'hui, a été étendu, puisqu'il intègre aujourd'hui les flux russes d'engrais et de matières premières. Les Turcs sont de la partie? Les Turcs sont de la partie, mais effectivement, ces matières premières russes et ces flux russes sont indispensables pour assurer la sécurité alimentaire dans un certain nombre de pays, y compris de pays africains. Donc en fait, il y a des signes de retour à la normale et de découplage entre cette question des prix alimentaires et de la crise alimentaire mondiale et les autres questions géopolitiques. En réalité, si on regarde les choses à froid. En termes d'alimentation, on va se replier non pas sur le local, parce que le terme est à la mode et que d'une certaine façon, parce qu'il est à la mode, il perd un peu de sens, mais est-ce qu'il va falloir compter sur soi avant de compter sur les autres, d'une certaine façon? L'Union européenne compte déjà sur soi. Si on regarde l'Union européenne, si on regarde la France, c'est l'un des premiers exportateurs mondiaux de céréales notamment. Donc en fait, ça va impacter plutôt la balance commerciale des pays exportateurs dans la France. Mais je dirais que c'est plutôt une aubaine pour les exportateurs de céréales français qui profitent à fond de cette situation. Donc ça fait aussi des gagnants, y compris au sein de l'Union européenne. Thierry Arnaud. Oui, je pense que le résultat concret, finalement, le plus important de ce sommet du G20, c'est sans doute celui-là. Ce sont ces discussions qui ont eu lieu sur les céréales, sur les engrais, le fait qu'on soit parvenu à définir les conditions d'une reconduction de cet accord sur les céréales. 10 millions de tonnes qui ont été exportées depuis que cet accord a été conclu en juillet sous l'égide de Nations Unies et de la Turquie, bien sûr, qui a joué un rôle très important, à nouveau à l'occasion du G20, pour remettre cet accord sur les rails, puisque les Russes l'avaient bloqué ces dernières semaines, au prétexte que, soi-disant, ces exportations étaient utilisées à des fins militaires. On ne voit pas très bien comment, mais en tout cas, c'était ce que disait Moscou. Donc là, pour le coup, dans des sommets qui souvent parlent de choses un petit peu abstraites, lointaines et se battent pour des virgules dans les communiqués, on a réalisé une avancée concrète et importante. Il y a une diplomatie et une stratégie, Isabelle Davion, je dirais, de l'alimentation, ou de la pression par l'alimentation, ou de la pression aussi sur l'énergie. Alors, sur l'énergie, oui, c'est de toute façon une arme qui est absolument foudroyante. Gigantesque. Qui est gigantesque. Et puis, je dirais que de façon plus générale, dans les guerres modernes, l'énergie a toujours joué un rôle extrêmement important. De la nécessité de s'approvisionner. Enfin, je pense notamment à la Seconde Guerre mondiale, vous aviez des armées extrêmement motorisées qui se battaient l'une contre l'autre. Et à partir de là, le pétrole, évidemment, était important, mais le caoutchouc aussi pour les pneus. Donc, ça devenait un des éléments les plus importants finalement du cours de la guerre. Donc ça a toujours existé. Et puis quant à l'arme alimentaire, eh bien malheureusement, elle est aussi utilisée parfois en temps de paix. Enfin, je pense notamment puisqu'on est sur l'Ukraine à la grande famine, orchestrée par Staline. Donc voilà, cette arme alimentaire est elle aussi malheureusement assez traditionnelle. Oui, ce qui sera intéressant d'ailleurs, c'est de voir l'impact du plafond qui est prévu sur le prix du pétrole russe, puisqu'il est prévu de mettre en place ce mécanisme au niveau du G7, et ça devrait être annoncé d'ailleurs dans les prochaines semaines. Enfin, on en parle. Et l'impact de ce plafond pourrait être désastreux sur l'économie mondiale et sur l'approvisionnement en pétrole si les Russes décidaient finalement de ne plus livrer de pétrole aux nouvelles conditions qui seraient imposées par le G7. C'est concevable ?
C'est très concevable. C'est très concevable. Ils ont quand même besoin de vendre leur pétrole et leur gaz, les Tout à Russes. fait, mais il y a de nombreux circuits. Ils peuvent choisir les clients, c'est ça? Ils peuvent choisir leurs clients et puis ils peuvent supporter une petite période finalement de stockage de ce pétrole qui va conduire à des prix plus élevés et en définitive ils vont trouver preneur pour ce pétrole quand les prix seront à $200 le baril. Donc je dirais que cette arme économique effectivement et cette arme de l'énergie, elle est utilisée par les deux blocs. Aujourd'hui, moi, je parle vraiment de blocs dans cette guerre et effectivement, c'est des situations qui font penser à l'économie de guerre. Est-ce que vous nous dites ce soir que l'économie mondiale est durablement menacée et qu'on va connaître des crises? Aujourd'hui, on est dans la crise. On est déjà dedans. On est déjà dedans. On est dans la crise économique, dans la crise énergétique, dans la crise alimentaire. On a commencé à avoir une crise financière en Grande-Bretagne, avec des fonds de pension qui étaient menacés de faillite, jusqu'à ce que le gouvernement britannique ait été forcé d'intervenir. Et la prochaine étape, c'est la crise sociale et politique. Et cette crise sociale et politique, je pense qu'elle sera également généralisée et on sous-estime aujourd'hui les implications de tout ce qu'on observe aujourd'hui sur on va dire les conflits sociaux et politiques, y compris au sein des pays riches. Quelle est la crise que vous considérez comme la plus grave dans toutes celles que vous venez de nous citer, à court terme? Je pense que la crise la plus grave, pour moi, c'est la crise économique, incontestablement. Il y a les effets de la guerre, mais qui sont également amplifiés par les politiques monétaires des grandes économies, notamment des États-Unis, Union européenne, Japon, qui ne sont pas coordonnées entre elles. Et on ne va pas avoir un accord du Plaza, comme ça s'est fait en 1985 pour fixer la valeur des monnaies. Aujourd'hui, il n'y a pas de coordination. Et c'est ça qui m'inquiète, parce que cette absence de coordination conduit à un accroissement de ces crises et des risques à venir. Il est peut-être important de rappeler, au-delà de toutes les questions qu'on se pose actuellement sur le devenir, alors de l'alimentation, de nos économies, du chômage et bien entendu de tous ceux qui vont faire leur plein d'essence, sachant que les réductions vont continuer à baisser dans les jours qui viennent. L'élément le plus important de cette journée, qu'est-ce qu'il faut retenir en tout cas sur le plan de la guerre en Ukraine, du comportement des Russes et de l'apaisement général? Oui. Et est-ce qu'on peut parler d'apaisement ce soir, Thierry Arnaud? Oui, alors on peut malgré tout parler d'apaisement parce qu'on était il y a 24 heures à se demander si les Russes n'avaient pas délibérément balancé des missiles sur le territoire de l'OTAN. Aujourd'hui, cette hypothèse, elle est exclue. On aurait pu avancer davantage et de manière peut-être un peu surprenante. Le principal obstacle à une désescalade plus importante, ce sont les propos tenus aujourd'hui par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui ne reconnaît pas l'hypothèse présentée comme désormais très probable par l'OTAN, par son patron, par les États-Unis, par les Occidentaux, du tir d'un missile anti-aérien ukrainien qui serait tombé en Ukraine. Pas du tout, dit Volodymyr ce soir. Je n'ai aucun doute sur le fait que ce missile n'était pas à nous, qu'il s'agisse d'un missile russe. C'est sa première erreur de communication, même si elle est volontaire. En tout cas, c'est difficile à comprendre. De deux choses l'une. Soit il a des preuves formelles de ce qu'il avance, et dans ce cas-là, il faut les donner. Mais pardonnez-moi, dans la seconde partie de l'émission, il y a moins d'une demi-heure, le général de Bavinkov nous disait très clairement que l'ensemble de la planète informée, porteuse d'informations et ayant les outils pour savoir ce qui s'est passé ne peuvent pas accréditer cette thèse. Exactement. Ils savent aujourd'hui que ça n'est pas le cas. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas avancer ses preuves parce qu'on est tenté de penser qu'elles n'existent pas. Et très franchement, autant on pouvait comprendre sa réaction un peu rapide et opportuniste hier soir parce qu'on sait que depuis le début de ce conflit, il a eu une forme d'obsession, Vladimir Zelensky, c'est d'obtenir un soutien en permanence plus important. Et sans doute a-t-il vu dans cet épisode l'opportunité de se tourner vers l'OTAN, vers l'Occident et de dire voilà, il en faut encore plus, et notamment dans la protection du ciel ukrainien contre les missiles. Mais là, ce soir, lorsqu'on voit la réponse de la Maison-Blanche c'était massif. Qui ne change pas de discours, évidemment, après les propos de une demi-heure d'explication de texte avec l'état-major. Exactement. Quand on écoute la Hongrie, par exemple, qui explique on ne peut pas comprendre les propos tenus par Volodymyr Zelensky. Oui, on est tenté de répondre par l'affirmative à votre question. C'est, semble-t-il,
la première erreur de communication de Volodymyr Zelensky depuis le début de ce conflit. Il peut prendre le risque de se couper de ceux qui l'aident depuis des mois. Moi, je me dis que l'une des hypothèses, c'est aussi qu'il veut être pris comme partenaire de négociation, d'enquête sur cette affaire. Tant qu'il nie, il peut demander à participer à une enquête, à faire venir une équipe ukrainienne en Pologne. Mais dans quel but ? D'exister comme acteur auprès de l'Alliance Atlantique. D'être présent même sur un... L'Alliance Atlantique dit bien que Poutine, en lançant cette guerre, a finalement ruiné le système international, qu'il a plongé l'Europe dans l'insécurité et que d'une certaine façon, il en reste responsable. Et donc là, Zelensky réclame d'être partenaire. Aucun de ses alliés ne conteste ça. Et tous ceux qui ont pris la parole aujourd'hui, côté occidental, pour dire que c'était vraisemblablement un missile ukrainien. Oui, mais on ne veut pas d'eux dans l'enquête. On dit... mais on sait qui fait la guerre et qui l'a déclenchée. Exactement. On sait qui est l'agresseur et on sait qui est l'agressé. Il me semble qu'il aurait aujourd'hui reconnu ce qui semble être des faits, passé un coup de fil à son homologue polonais pour exprimer ses regrets. On serait passé à autre chose. Réécoutons le secrétaire général de l'OTAN et je vous redonne la parole ensuite. Nos analyses préliminaires suggèrent que l'incident a été causé par un missile ukrainien de défense antiaérienne lancé pour défendre le territoire ukrainien contre les attaques russes. Mais laissez-moi être clair, ce n'est pas la faute de l'Ukraine. La responsabilité revient entièrement à la Russie qui continue cette guerre illégale contre l'Ukraine. Les choses sont claires, non ? Les choses sont très très claires. Mais l'enjeu, c'est de mettre un petit coin dans la porte et d'arriver comme acteur d'une enquête commune. Voilà, tout simplement être présent sur le terrain avec le gouvernement polonais et des officiels de l'OTAN pour faire l'enquête et après présenter ses excuses, bien sûr. Pardonnez-moi, il me vient une question. Oui. J'ose à peine vous la poser. L'état de l'économie ukrainienne. Il est désastreux. L'économie ukrainienne. Ce pays va mettre quoi, 30 ans pour s'en remettre ? Il y a des processus de reconstruction qui ont duré beaucoup avec un plan d'aide massif, quoi qu'il arrive. Avec de l'aide massive. Il faudra une aide massive qui se compte en centaines de milliards de dollars et c'est l'Europe qui va payer. Ce ne sera pas les États-Unis. Donc il faudra un plan Marshall, mais européen, pour relever l'Ukraine de ce qu'elle vient de vivre. Marshall mondial. Et ça prendra des années. Il faudra aussi des réformes structurelles parce que l'Ukraine est aussi minée par des institutions et un système de gouvernance qui est défaillant et ça a été déjà souligné avant la guerre et ça n'a pas forcément changé aujourd'hui. On parle de corruption, disons les choses très directement. Voilà, tout à fait. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en Russie, évidemment. Mais dans le cas ukrainien, on a ces oligarques, finalement, qui avaient la main haute sur l'économie et qui n'avaient pas été mis au pas, comme ça avait été fait par Poutine en Russie lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Non sans mal. Mais il a réussi à mettre au pas ces oligarques, ceux qui n'avaient pas été faits en Ukraine. Et d'ailleurs, ce sont certains de ces oligarques qui ont financé la campagne de Volodymyr Zelensky. La Banque mondiale dit 350 milliards de dollars pour reconstruire l'Ukraine, sachant que le PIB de l'Ukraine l'an dernier, avant le début du conflit, c'était à peu près 200 milliards de dollars par an. Donc c'est grosso modo 2 ans de produit intérieur brut du pays, ce qui est absolument colossal, évidemment, comme montant de la reconstruction de l'économie du pays. Mais qui sera là pour aider l'Ukraine réellement ? Alors, les grandes institutions internationales, le FMI, la Banque mondiale, les pays occidentaux, mais il faudra effectivement un plan Marshall à l'échelle de ce pays pour pouvoir le remettre d'aplomb. Il y a un problème aussi, c'est que... Et ce sera la dernière intervention, je vous le dis tout de suite. Les provinces aujourd'hui qui sont sous administration russe, notamment dans le Donbass, concentrent une grande partie du potentiel économique et industriel ukrainien. Oui. Donc si on imagine, après la fin du conflit, que finalement ces provinces auront un statut spécial ou ne reviendront pas dans le giron de l'Ukraine, ça veut dire que ça sera une ponction nette sur l'économie ukrainienne. Voilà en tout cas ce que nous pouvions vous dire ce soir de cette actualité inquiétante. Merci à tous. Nous allons maintenant retrouver notre reportage 3D. 1 mois après le meurtre de la jeune Lola, une marche entourait sa famille aujourd'hui.
C'était donc il y a un mois, le corps supplicié de Lola, cette jeune fille de 12 ans, était retrouvé dans une malle au nord-est de Paris. Aujourd'hui, ses proches, mais aussi des anonymes, lui ont rendu hommage lors d'une marche, le recueillement et l'émotion, alors que plane toujours un mystère. Pour quelle raison la principale suspecte aujourd'hui en prison a-t-elle commis ce meurtre ?